est bon? Ok. C'est bien le bon titre, hein, que je... Ah, ça marche. Ça dépend, mais voilà. Mais en tout cas, à 10 heures. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute première conférence de cette dernière journée de Paysalia consacrée aux stratégies biodiversité. Avec nous, Thomas Pérez Vitoria, responsable adjoint de l'agence d'écologie urbaine à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Et Tatiana Bouvin, responsable de service au service innovation et transition écologique, direction biodiversité et nature en ville de la ville de Lyon. Bienvenue à tous les deux. Donc nous allons commencer d'abord par la présentation de Thomas sur la stratégie biodiversité de la ville de Paris. Pas du tout. De Tatiana, pardon, désolé, c'est le matin, voilà, c'est la soirée, c'est l'après-soirée. Donc Tatiana, pardon, toutes mes excuses, est-ce que vous pouvez nous donner, vous nous parler de la stratégie biodiversité de la ville de Lyon? Avec plaisir. Et effectivement, rappeler que cette conférence était à l'initiative du réseau Éco-Paysage en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une plateforme d'échange entre les professionnels du paysage, qu'ils soient publics et privés. Et l'idée, c'est de faire passer les messages sur des pratiques plus durables en espace vert auprès de tous les acteurs du paysage, donc sous l'impulsion de la ville de Lyon, de l'UNEP et du centre de formation de Lyon-Dardilly. Voilà, donc la stratégie biodiversité de la ville de Lyon, en 20 minutes. Donc on va essayer de vous rappeler la genèse de cette démarche et les enjeux en fait, qu'il y a derrière et pourquoi à Lyon on a identifié qu'il y avait vraiment un sujet à formaliser une stratégie biodiversité, à quoi ça sert, à quoi ça doit servir et comment, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, quel sens on donne à tout ça. C'est moi qui ai la main pour avancer. Pourquoi d'abord une stratégie biodiversité? Parce qu'il y a des enjeux qui s'imposent à nous. On a effectivement tous en tête que la situation mondiale sur la biodiversité, c'est pas rose. On parle de 6e extinction de masse. Je pense que ça n'a échappé à personne. Les territoires urbains sont bien entendu les plus concernés, puisque ce sont les plus imperméabilisés, les plus fragilisés, finalement, après des années, des siècles d'anthropisation. Donc un état de la biodiversité qui est fortement dégradé, avec malgré tout encore parfois quelques bonnes petites surprises, mais c'est vrai qu'on est globalement dans un état des villes où la biodiversité est très peu présente et très peu qualitative. Donc pour une ville comme Lyon, avec un territoire qui est quand même très densément peuplé, très urbanisé, on le voit sur cette carto qui indique en fait les espaces végétalisés accessibles pour les habitants. On se rend compte que dans les zones rouges, il n'y en a pas en fait, ou très très peu, ou trop peu. Voilà, c'est une petite illustration qui montre l'importance d'avancer pour renaturer les villes, pour vraiment remettre le vivant, que ce soit la faune, la flore, la qualité des écosystèmes vraiment au centre des préoccupations. Et pour cela, travailler non pas tout seul dans son coin, les jardiniers, ce n'est pas les seuls à pouvoir agir sur tout ça, bien entendu. Il est nécessaire, indispensable de mener une approche vraiment pluridisciplinaire. Alors à Lyon, on s'appuie sur une expérience assez longue déjà, puisque ça fait bien 20 ans que la ville a engagé un virage écologique avec un objectif zéro phyto dès les années 2000, avec la mise en place de plans de gestion différenciés dans les espaces verts, avec des vraies préoccupations des jardiniers, des aménageurs paysagers sur la qualité de la biodiversité, sur la diversification des milieux, des habitats naturels, sur la création de trames vertes urbaines, un mouvement qui s'est fortement accéléré ces dernières années. Je pense que vous avez tous pu voir les travaux qu'il y a dans toute la ville, dans toute la métropole, parce qu'on est en train de la recréer, cette trame verte, et qui avait vraiment besoin d'avancer très vite, très fort, pour pouvoir permettre une circulation des espèces, en fait regagner du vert sur le bitume, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont déjà bien engagées. Ça se traduit aussi très concrètement par des outils qui sont
solides. Le PLUH sur la métropole de Lyon impose désormais des coefficients de pleine terre qui obligent à végétaliser sur un pourcentage minimum de chaque parcelle, avec des contraintes qui obligent à ce que ce soit d'un seul tenant, en pleine terre. L'idée, c'est vraiment de regagner, encore une fois, du vert et de ne pas végétaliser n'importe comment, à n'importe quel prix. On a aussi d'autres documents cadres qui existent déjà, notamment pour tous les projets de construction, avec un cahier des exigences techniques et environnementales qui est engageant pour la maîtrise d'ouvrage et qui impose beaucoup de choses. Maintenant, voilà, il faut le suivre. Ça ne suffit pas toujours, d'où l'idée de travailler encore plus loin, surtout de croiser de manière pluridisciplinaire. Encore une fois, ce ne sont pas que les paysagistes qui peuvent s'occuper de l'affaire de la biodiversité. Dans les villes, certes, ils sont là pour aménager et gérer des espaces de nature, mais en fait, on ne parle là que d'espaces verts publics. Si vraiment on résume, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut croiser toutes les compétences, tous les métiers, travailler vraiment à ce que la biodiversité devienne un sujet pour tous. Dans une logique, une seule santé, One Health, je ne sais pas si c'est un concept qui est familier à chacun. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la qualité, en fait, protéger le vivant dans son ensemble. La faune, la flore et les milieux naturels, les habitats naturels qui sont en fait le lieu de vie, le milieu de vie de ces espèces. Et si on ne coche pas ces 3 cases-là, ça ne fonctionne pas. Donc la santé humaine, oui, mais pas que la santé humaine. Vraiment d'avoir une approche holistique sur cette démarche. Donc la méthode qu'on a retenue à Lyon, c'était de travailler de manière très concertée, pour faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Nos équipes à nous, celles de la direction de biodiversité Nature en Ville, bien sûr, on est un gros service, on est 400. Il y avait déjà beaucoup d'idées qui foisonnaient parmi nos équipes, parmi les jardiniers, parmi des chefs d'équipe, y compris sur des métiers éloignés du terrain. L'idée, c'était vraiment de profiter de toute cette matière vivante et puis d'élargir la concertation avec tous les métiers à la ville. Toutes les directions ont été impliquées, tous les directeurs et directrices, les agents et agentes des autres directions. L'objectif, c'était de faire en sorte que ce sujet devienne le leur aussi, de leur faire prendre conscience de leur marge de manœuvre, de ce qu'ils pouvaient faire. On s'est aussi appuyé, bien entendu, sur tous nos élus d'arrondissement, sur des agents qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Ça a été d'une richesse incroyable, en fait, beaucoup de matière pour dessiner ensemble l'architecture de la stratégie biodiversité de la ville de Lyon, ce qu'on avait envie de mettre dedans. Et les associations naturalistes partenaires nous ont également aidés d'une manière très riche pour nous aider à savoir déjà de ne pas mettre de bêtises dedans et puis retrouver vraiment les enjeux prioritaires. Ça se concrétise par une stratégie qu'on a voulu en 3 axes. Rien d'hyper original finalement, parce que c'est quand même des axes qui vont être retrouvés de manière très structurante dans beaucoup de démarches de territoire. Donc un premier axe qui est sans mystère pour travailler sur la connaissance de la biodiversité et des milieux. Un deuxième axe qui travaille sur le développement de la biodiversité, le renforcement de sa protection, la renaturation, la création des trames vertes. Et un troisième axe sur embarquer le territoire. Et c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Comment on y va ? Comment on fait en sorte que d'autres adhèrent, d'autres se mettent au boulot aussi, et que la démarche de quelques-uns devienne la démarche de tous, puisque c'est vraiment ça l'enjeu de ces stratégies. Je reviens très vite sur les 3 axes. L'idée, c'était de l'illustrer et que chacun touche un petit peu mieux ce que ça signifiait et ce que ça avait comme incidence sur les métiers de chacun. Le premier axe, il est le plus important finalement parce que tout commence par là, la connaissance, parce qu'on ne gère bien que ce qu'on connaît bien, a priori. Et donc l'idée, c'est de travailler sur un outil qui est très précieux, qui s'appelle l'Atlas de la biodiversité communale, l'ABC. Il y a une méthodologie nationale qui préconise comment structurer un atlas, comment le mettre en œuvre. Et c'est de ça que tout part finalement. Faire des inventaires, c'est bien, mais derrière, il faut savoir les exploiter, il faut savoir gérer la donnée, faire en sorte qu'elle soit transmise aux bonnes personnes. Il faut les faire avec les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes compétences, capitaliser toutes ces données et faire en sorte que les études écologiques soient faites de manière systématique. Et ça, c'est une sacrée révolution. Ça veut dire que, avant de faire n'importe quoi, un projet d'aménagement urbain, une voie lyonnaise, un bâtiment, un nouveau gymnase, un centre commercial, il faut avoir mené des études, quand bien même on est en dessous des radars, de la réglementation qui impose des études d'impact seulement pour les très grosses opérations finalement. Donc l'idée, c'est un peu de changer le référentiel et d'aller
faire ces études systématiquement, s'intéresser au vivant, ce qu'il y a, pour voir et éviter de le dégrader. Ensuite, exploiter ces connaissances, puisque c'est bien de les avoir dans des bases de données, mais si on ne sait pas comment les traduire en mesures concrètes, on a loupé la moitié du travail, bien entendu. Et puis, mener ces inventaires d'une manière vraiment interdisciplinaire, encore une fois, sous le prisme du One Health. C'est pas que voir quelles sont les espèces de fleurs protégées. C'est vraiment travailler aussi sur les liens avec les espèces invasives, les espèces qui potentiellement peuvent être nuisibles pour l'homme. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être dans une approche globale. En deuxième axe, là, c'est là qu'on rentre dans le dur. C'est qu'une fois qu'on a toutes ces données, il faut savoir interpréter tout ça et faire en sorte de renforcer vraiment la qualité de la trame verte. À la fois sa densité, il faut mailler le territoire d'une manière efficace et aller vraiment chercher à créer une trame qui soit fonctionnelle. Et c'est vraiment tout l'intérêt. Notre démarche, elle est aussi valable pour un territoire qui est bien plus large que la ville de Lyon. Sinon, ça serait, notre action serait amputée d'une partie énorme. Notre action, à nous, ville de Lyon, elle va bien au-delà du territoire, parce que tous les jours, on achète des matières premières qui viennent parfois de très loin sur la planète. Donc voilà, déjà, se poser la question de l'utilisation des ressources, c'est capital. Et on a également une action qui nous permet de travailler sur la protection de la biodiversité à une échelle plus large, parce qu'on a la chance à Lyon d'avoir 2 établissements de conservation qui sont le jardin botanique et le parc zoologique, qui travaillent chacun à leur niveau sur la protection d'espèces menacées dans la nature et qui travaillent donc sur de la recherche et sur des programmes de conservation in situ pour la protection des espèces dans leur milieu naturel d'origine. Voilà, c'est pour te faire toucher du doigt qu'une stratégie biodiversité, y compris pour une grande ville, ça ne s'arrête pas juste au territoire urbain, c'est vraiment l'idée d'avoir une approche globale sur l'ensemble des champs de compétences de la collectivité. Ensuite, améliorer et enrichir la biodiversité, cette fois-ci à Lyon, lyonnaise, donc par une gestion écologique. Ça, c'est la base, on va dire, mais c'est finalement le plus compliqué, parce que ça fait 20 ans qu'on essaye plein de choses et que des fois on se trompe, et il faut recommencer, il faut généraliser, il faut réexpliquer, il faut expérimenter, tâtonner. Donc c'est compliqué, les palettes végétales, elles sont bouleversées par le changement climatique, on a du mal à trouver ce qui va pousser demain. Il faut qu'on travaille intelligemment, tout en préservant le végétal local qui doit pouvoir s'adapter lui aussi. C'est plein d'enjeux, c'est compliqué, et pourtant, voilà, il faut qu'on aille vite. Il faut enrichir et notamment développer la strate arborée, qui sera notre capital survie pour demain. Donc c'est vraiment tout ça qui est au cœur de la stratégie. Et puis, la dernière sous-partie, c'est... Que se passe-t-il ? Mon téléphone. Créer une trame verte qui soit fonctionnelle et créer surtout des mosaïques d'habitat. Il ne s'agit pas juste de mettre des grandes étendues de gazon et puis des arbres, bien entendu. L'objectif, c'est de recréer des strates les plus riches possibles, strates basses, strates arbustives, strates arborescentes, strates arborées, de manière systématique, de travailler aussi sur la trame bleue, la trame turquoise, la trame noire. C'est pas que mettre du vert et puis s'en satisfaire, non, c'est aussi travailler sur la question de la pollution lumineuse la nuit, c'est travailler sur la question de la trame brune, la qualité des sols qui est déterminante. Sans un sol vivant, sans un sol de qualité, on n'aura rien qui poussera. Et les arbres qu'on plantera, dans 20 ans, ils n'auront peut-être plus rien à manger parce qu'en fait, ils n'auront pas pu se développer parce que la qualité du sol ne sera pas suffisante. Donc c'est vraiment tous ces enjeux-là qu'on a en tête. Voilà. Et puis on rentre enfin dans le dur, c'est-à-dire comment on s'y prend pour embarquer. Une stratégie efficace ne le sera que si elle est vraiment faite avec les acteurs, et si ces acteurs se sentent embarqués, se sentent concernés. Donc il s'agit déjà de faire en sorte qu'ils adhèrent, qu'ils embarquent avec nous. Et pour cela, en interne d'abord, former, accompagner les équipes. Les jardiniers, on va dire, c'est assez facile. Ça fait 20 ans qu'ils sont sensibilisés à tout ça. Mais pourtant, c'est encore un sujet qui est très, très important pour eux. Mais il y a aussi tous les autres services de la ville qui doivent s'impliquer également, les gens qui font de la construction, les gens qui sont dans les bibliothèques et qui touchent des publics et qui font des expos et qui peuvent eux aussi se mettre à parler du vivant, de la nature, de l'importance de préserver son environnement quotidien, dans les écoles évidemment, dans la restauration scolaire parce qu'on sert sur les tables des cantines.
on se rend bien compte qu'en fait, la biodiversité, elle est un sujet dans plein de métiers et qu'il faut vraiment faire un effort didactique de faire toucher du doigt aux gens qu'eux aussi peuvent être acteurs. Et c'est vraiment ça le sens d'une stratégie globale. Le deuxième public, ce sont nos publics, nos concitoyens, nos usagers. L'objectif, c'est là aussi de faire en sorte qu'ils se sentent impliqués, qu'ils se sentent acteurs et qu'ils se sentent surtout légitimes à devenir acteurs et à faire plus, à aller plus loin, s'impliquer davantage. Donc on a de nombreux programmes déjà qui permettent aux Lyonnais de s'impliquer à travers la végétalisation des pieds d'arbres. Là, on le voit sur un jardin de rue dans le 2e arrondissement, à travers la création de jardins de rue, à travers la cogestion de vergers. On a un plan verger qui est là vraiment pour mobiliser, impliquer les citoyens et leur permettre de s'impliquer. On a près de 60 jardins partagés à Lyon. L'idée, c'est vraiment de proposer un panel d'outils qui permettent aux gens de s'épanouir en travaillant aussi sur du vivant. Et puis, bien entendu, des programmes pédagogiques plus classiques auprès des scolaires, auprès des grands publics, qui marchent toujours super bien, notamment en balayant les programmes de sciences participatives qui permettent à ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et de contribuer eux aussi à la science. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent. Et puis voilà, le tout dernier point, et c'est peut-être ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est toucher la sphère professionnelle. Alors les paysagistes via les marchés publics, bon ça c'est assez facile. Les boîtes de travaux publics, c'est déjà un poil plus compliqué parfois parce qu'on sent qu'on ne parle pas toujours les mêmes langages et qu'il y a beaucoup à faire. Et donc là, le sujet, c'est d'essaimer, de faire connaître, d'embarquer les gens, de faire en sorte que par les réseaux, on fasse passer ces sujets-là, on donne des clés, on témoigne, on partage nos retours d'expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis qu'on aille embarquer aussi les autres acteurs, ceux qui, pour l'instant, ne sont pas forcément avec nous. Je pense aux bailleurs, je pense aux aménageurs, je pense aux entreprises qui ont leurs sièges sociaux sur Lyon, tout simplement, et qui, eux aussi, construisent, aménagent des espaces de parking, des espaces extérieurs sans forcément penser biodiversité, sans forcément penser intégrer le vivant dans leur action. Et ce sont aussi tous ces gens-là que nous, on se propose aujourd'hui d'embarquer plus facilement, plus fortement, plus loin. La chance qu'on a à Lyon, c'est d'avoir déjà une énorme dynamique avec un programme qui s'appelle Lyon 2030 et qui vise non pas moins que la neutralité carbone à l'horizon Lyon à 2030, donc c'est hyper ambitieux. Et la chance, c'est qu'il y a déjà 200 structures publiques, privées, qui se sont mobilisées et qui se sont lancées dans l'aventure pour être vraiment actrices du changement et faire en sorte que on essaye ensemble de trouver des solutions pour faire évoluer notre territoire. Et donc la question du climat est bien entendu intimement liée à celle de la biodiversité. Donc ce sont des acteurs qu'on va nous mobiliser en premier lieu, mais sans se contenter de ça, bien entendu. Voilà, pour terminer, donc notre idée, vous l'avez compris, c'est de travailler de manière interdisciplinaire, d'aller concerner tous les métiers qui ne sont pas forcément là-dedans. Là, on a des petits exemples des électriciens qui travaillent sur justement la fameuse trame noire, la police municipale, comment faire en sorte que les infractions à la biodiversité deviennent aussi des sujets et que ça ne soit pas forcément laissé impuni, mais qu'il y ait vraiment une action là-dessus. Vous avez tous en tête la diversité des métiers que ça représente à travers les cours nature, à travers la végétalisation des toitures. Il y a beaucoup à faire. Et donc, pour conclure, le mot de la fin, la seule condition de réussite qu'on identifie pour nous, prioritaire, c'est de surtout pas travailler dans son coin, vous l'avez compris. L'objectif, il est d'aller chercher à mailler, coordonner, faire en sorte que on ne s'épuise pas chacun à bosser dans son coin sur des thématiques, mais qu'on intègre l'ensemble de ces sujets et que les énergies que les uns peuvent déployer sur des actions sur le climat, sur le vivre ensemble, en fait, ce sont des démarches de changement, des démarches de transition dans leur ensemble, en fait, finalement, qu'il faut arriver à synchroniser pour aller plus loin et se fixer de nouveaux objectifs et faire en sorte que la dynamique porte vraiment et porte ses fruits. Voilà, j'en ai terminé. L'idée, c'était d'aller très vite, mais si vous avez bien sûr des questions à la fin, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Merci Tatiana. Donc Thomas, vous représentez la ville de Paris, justement, qui a aussi une stratégie biodiversité. Donc comment est-ce qu'elle est établie, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour Paris? Mais oui, c'est l'objet. Vous m'entendez?
moi je m'entends pas. Bah oui, c'est l'objet de cette présentation, c'est de revenir un petit peu sur comment la stratégie biodiversité, comment un plan biodiversité permet d'embarquer le territoire, ce que tu disais, et surtout la multiplicité des acteurs. Ça commence, j'adore. Ça marche pas. Bla bla bla. Écoutez, je vais essayer de le faire en live comme ça, mais voilà. Déjà, la mobilisation va démarrer, bien entendu, avec la coélaboration et la fabrication du plan. Nous, on en est à notre 3e, donc là, le dernier a été voté au printemps dernier, et il vise à impliquer, bien entendu, tous les habitants, les partenaires. Il s'adresse à un certain nombre de personnes. C'est un document qui est à la fois un document d'affichage politique, c'est-à-dire qui donne la stratégie de la ville, ses ambitions, mais aussi un document technique qui va s'imposer à un certain nombre de personnes. Il va d'abord s'imposer au service de la ville de Paris, aux différentes directions. Comme l'a dit Tassiana à plusieurs reprises, ça doit embarquer énormément d'acteurs, que ce soit bien entendu les jardiniers, les paysagistes de la direction des espaces verts, mais aussi la direction de l'urbanisme, la direction du logement et de l'habitat, la direction qui va rénover les bâtiments, etc. Et donc, bien entendu, il s'adresse aussi, et on envoie des messages assez forts dans ce plan biodiversité, en direction des partenaires privés, que ce soit les pépiniéristes ou que ce soit les paysagistes. J'y reviendrai parce que c'est le document qui dit préparez-vous les amis, voilà dans quelle direction nous allons, et nous y allons de manière assez franche et assez abrupte. Parce que les enjeux sont là en matière de biodiversité. Trop longtemps, la biodiversité a été un petit peu escamotée par les questions climatiques, qui sont bien entendu fondamentales, mais la question de la biodiversité est maintenant extrêmement prégnante, et particulièrement en milieu urbain. Donc la préparation et l'élaboration du plan est une phase extrêmement importante, parce qu'elle permet l'échange entre les associations, les habitants, les différentes directions, les techniciens, les bailleurs sociaux, que sais-je encore. Et puis, on a aussi élaboré une procédure de consultation citoyenne pour aboutir finalement à un plan qui a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris, donc du Conseil municipal de Paris, ce qui est important de noter, parce que je ne vous cache pas que ce n'est pas si souvent, notamment à un an des élections municipales, mais voilà. Rapidement, entre la phase de démarrage qui demandait d'abord de faire un bilan du précédent plan biodiversité, jusqu'au vote et au lancement du nouveau, c'est à peu près 2 ans de travail pour les équipes. Et encore une fois, d'échanges, de groupes de travail sur où est-ce qu'on va mettre le curseur sur un certain nombre de questions, que ce soit par exemple sur la question des plantes régionales, de qu'est-ce qu'on plante dans le cadre de la végétalisation de la ville, etc. Avec le 3e plan biodiversité, on a maintenant, nous, une certaine expérience à la ville de Paris, et on a surtout recherché la cohérence avec tous les autres plans de la ville. Je fais juste là une parenthèse, la tarte à la crème, c'est de dire, oh là là, mais alors la ville de Paris, on n'en comprend rien, tous vos plans, là, vous devriez en faire un, et puis ce serait beaucoup plus clair. Alors oui et non. Ce serait peut-être plus clair, mais enfin, ce qui est plus intéressant, c'est de rechercher la cohérence et d'aller en profondeur sur les différents sujets. Donc oui, effectivement, le plan biodiversité, il est en cohérence avec le plan climat. Il est en cohérence avec le plan de santé environnementale. Le One Health, on a effectivement, évidemment, les mêmes préoccupations. Et puis surtout, il est en cohérence et il vient nourrir après un certain nombre d'années d'expérimentation et de mise en œuvre de plans biodiversité, il est venu nourrir le plan local d'urbanisme. Le plan biodiversité, au départ, c'est un document qui est certes prescriptif, mais qui n'est pas d'ordre réglementaire. Donc on est vraiment dans un affichage d'orientation, d'impulsion,
pour les services. Mais vers l'extérieur, il n'était quand même pas très prescriptif par définition. Et donc, l'intérêt, quand on a révisé le plan local d'urbanisme bioclimatique, ça a été d'intégrer un certain nombre d'éléments qui étaient présents dans le plan biodiversité, et donc d'insérer notamment la question des espèces régionales, la question de la densité de plantation minimale, etc. Donc vraiment, c'est un travail qui a permis maintenant et qui passe un degré supplémentaire en venant incrémenter le plan local d'urbanisme bioclimatique tel qu'il a été lui aussi adopté cette année. Encore une autre illustration de l'évolution de plan biodiversité qui passe de quelque chose d'affichage et d'orientation vers quelque chose de prescriptif obligatoire. Peut-être revenir maintenant sur le contenu du plan, parce que la question de la biodiversité, elle vient percuter énormément de sujets. Elle vient percuter notamment des représentations des métiers qu'on exerce depuis un certain nombre d'années, que ce soit pour les paysagistes, que ce soit pour les jardiniers. Les stratégies biodiversité imposent de modifier les pratiques. Et ça, c'est pas simple. Quand on a eu une formation pendant un certain nombre d'années, quand on a travaillé pendant un certain nombre d'années, il y a une mutation qui doit se faire et cela prend du temps et ça demande de la pédagogie. Cette mutation, c'est peut-être, pour citer l'excellent Romaric Périchot de la ville de Nantes, c'est passer de jardin à voir à jardin à vivre. Et donc à vivre et à laisser vivre pour la nature. Et donc ça nécessite de reconquérir des territoires avec une nature moins domestiquée, plus sauvage, qui sera plus utile à la faune et qui sera plus intéressante, y compris pour la santé mentale des habitants. Je pense notamment à la question des haies. Et donc nous, on a des ambitions assez importantes de plantation de haies. On reprend là tous les sujets que tu as pu aborder, la question de la connaissance, la question de la massification de la végétalisation sur l'espace public, donner plus de place aux espaces sauvages en ville. Et ça, c'est une vraie difficulté, c'est un vrai travail qu'il faut faire. On a besoin de planter des végétaux qui ont coévolué avec les espèces animales. Et donc, il faut convaincre nos amis pépiniéristes, si vous êtes dans la salle, nos amis paysagistes, que les palettes végétales vont être de plus en plus locales. On en a besoin et ça signifie pour nous de dire, voilà, préparez-vous. Dans les années qui viennent, dans les marchés qu'on va passer, même si à la ville de Paris, on a 60% de nos végétaux qui sont produits en interne avec le centre de production horticole de la ville. Mais les paysagistes, on va vous demander des choses beaucoup moins domestiquées, beaucoup moins horticoles qu'avant et beaucoup plus sauvages. Parce qu'y compris, ça demandera moins d'entretien et ce sera beaucoup plus bénéfique pour la biodiversité. Bien entendu, ça nécessitera de s'adapter au climat, mais voilà les grandes orientations, voilà y compris le message que moi je viens passer au Salon Paysalia, que viendra passer tout à l'heure Christophe Najdowski, qui est adjoint à la maire de Paris, aux espaces verts, à la biodiversité, c'est d'indiquer à vous tous que les orientations de la ville de Paris sont très claires, très nettes, et qu'on vous demande, pépiniéristes et paysagistes, de vous adapter à ça et de tenir compte des orientations qui sont présentes dans notre plan biodiversité. Voilà encore un certain nombre je ne vais pas rentrer peut-être dans le détail. Pareil, la question on est parti sur un plan qui va à la fois rentrer dans le détail dans un certain nombre de quartiers de Paris, de micro-quartiers, de micro-endroits où on va pouvoir végétaliser, développer la biodiversité, mais aussi essayer de réfléchir à comment la ville de Paris peut diminuer son empreinte biodiversité. Je crois que tu l'as évoqué aussi dans votre plan. Et donc réfléchir aux matériaux qu'on va acheter. Et notamment, c'est la question de l'alimentation. Comment on va promouvoir l'alimentation bio, parce que les millions de repas qui sont consommés dans les cantines de la ville de Paris, elles ont un impact sur la nature extérieure et essayer de pousser et à gonfler la filière d'agriculture bio notamment.
pédagogique aussi, c'est la mobilisation des citoyens. Essayer de faire comprendre que la biodiversité, la chute de la biodiversité, ce n'est pas uniquement le déclin de l'espèce des ours polaires au pôle Nord, mais bien la disparition d'un certain nombre d'espèces dans nos villes, dans nos quartiers. Moi, c'est l'exemple emblématique du moineau à Paris. On a perdu 70% de la population de moineaux pour des raisons qui s'expliquent, y compris des raisons extrêmement, vertueuses. La résorption de l'habitat insalubre, la rénovation énergétique qui fait que pour ces oiseaux nicheurs, on a réduit leur habitat, le fait qu'on a réduit le nombre de friches, etc. Et donc on a inventé un truc qui s'appelle quartier moineau, où on va mobiliser les jardiniers des espaces verts du quartier, les habitants, les écoles, etc. Implanter des nichoirs à moineaux là où il y a des colonies de moineaux qui battent un peu de l'aile, si je puis me permettre l'expression. Essayer de mobiliser tout le monde pour sauver ces colonies de moineaux. Je vous disais tout à l'heure, la biodiversité au cœur des arrondissements, essayer de monter des micro-projets au cœur des arrondissements, au cœur des quartiers, pareil, qui vont impliquer les citoyens et les jardiniers de la ville. Le BiodiveScore, il va s'adresser aux professionnels. C'est un outil pédagogique, un tableau assez simple à remplir qui permet à un aménageur, un architecte, un bailleur, au moment où il va faire des travaux de rénovation ou au moment où il va faire un projet sur une parcelle, de se poser les bonnes questions en matière de biodiversité avant, pendant et après le chantier. Et c'est tout un guide en fait, de questions qui va permettre de noter. C'est la même réflexion que sur les trucs d'alimentation, le Nutri-Score. Et en fonction de la pratique et de ce que vous avez prévu, vous pourrez adapter pour augmenter votre score, mais c'est avant tout un guide pédagogique pour se poser les questions de la biodiversité, concernant la biodiversité dans les projets d'aménagement urbain. Enfin, ce plan biodiversité, comme je le disais, il s'adresse à un certain nombre d'acteurs et il s'impose aux directions de la ville, et en particulier à la direction des espaces verts et de l'environnement. Et je parlais tout à l'heure de changement culturel, c'est un vrai travail de conviction, d'échange, de formation avec nos jardiniers, avec nos paysagistes pour modifier notre manière de planter, notre manière de végétaliser la ville. C'est aussi une manière de légitimer la végétalisation urbaine parce que, d'une part, ça demande des moyens. D'autre part, parce que vraisemblablement, dans les années qui viennent, on va avoir des questions d'arrosage et des questions d'eau. Et si on a juste comme argument de dire vous comprenez, c'est beau de mettre de la nature en ville, ça va être un petit peu léger face aux arrêtés préfectoraux, par exemple. Et donc, il y a vraiment une nécessité de montrer que la végétalisation de la ville, c'est pour la biodiversité, c'est pour la santé mentale, on en a parlé tout à l'heure, et je crois que les études qui sont sorties après le confinement ont bien montré que ceux qui ont passé le confinement en face d'un mur en béton et ceux qui ont passé le confinement avec rien qu'un arbre en face d'eux, c'était déjà indispensable. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut une nature qui soit moins horticole, moins domestiquée, parce que par exemple se reconnecter aux saisons en prenant des espèces qui sont régionales et donc qui vont suivre le cours de la vie naturelle des villes, c'est aussi important que le beau et juste l'esthétique tel qu'on le considérait depuis un certain nombre d'années, et donc mettre plus de sauvages dans la ville. Et donc, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, la question des espèces régionales qui ont pour nous une importance capitale, et donc nous rabâchons partout que nous changeons notre manière de planter et les espèces que nous allons planter dans la ville. Le plan biodiversité, il s'accompagne d'un document qui s'appelle l'Atlas des chemins de la nature et qui est pour le coup un document beaucoup plus technique qui va s'adresser aux équipes, qui est un support de formation pour les jardiniers de la ville de Paris et qui va détailler tous les outils de compréhension et de connaissance en commençant par les trames vertes et bleues. Et ce document, qui est une espèce de gros pavé comme ça, il est distribué dans tous les ateliers de jardinage de la ville. Et c'est le support de formation. Et on va, nous, Agence d'écologie urbaine, faire le tour des ateliers pour aller échanger avec les jardiniers, leur donner ces informations, leur donner ces documents, leur donner à voir et à comprendre comment mieux travailler, comment mieux prendre en compte le plan biodiversité. C'est un travail de mobilisation, d'échange, de concertation qui est fondamental pour que cette stratégie soit adoptée et comprise
par tout le monde. On est large en temps. On pourra même répondre à des questions. Mais oui, mais on parle trop vite parce qu'on nous a mis la pression au début, c'est pour ça. Voilà, après du coup, un certain nombre d'exemples de réalisation de la révolution qui est en cours à Paris, je n'ai pas peur de le dire, sur la végétalisation de la ville. Là, vous avez la place de Catalogne, avant, après. À noter qu'on a eu la chance d'avoir la coopération de la famille de l'architecte, qui doit être Beaufil dans mon souvenir, qui a dit oui, mais allez-y, végétalisez cette place. Il aurait été content de voir ça. Et donc, c'est l'implantation d'une véritable forêt urbaine, comme on l'appelle. Alors bon, d'aucuns ont un peu rigolé sur la formule, mais enfin, il n'empêche que les premières analyses qu'on a réalisées dans le sol, etc., montrent que ce bosquet, en fait, est effectivement en train de se transformer avec un sol de forêt, et on a bon espoir qu'à terme, ça soit encore plus concluant. Un autre exemple, quand je vous disais qu'on passe d'une nature beaucoup moins domestiquée, beaucoup moins horticole, à quelque chose de beaucoup plus sauvage, qui nécessitera à terme un peu moins d'entretien. Tout ceci est connecté aussi. Vous voyez que là, il y a énormément de désimperméabilisation, et on est venu, toute l'équipe de la direction des espaces verts est venue à Lyon pour regarder tout le travail qui est mené par la métropole et la ville de Lyon sur cette question-là, parce que je ne vous cache pas qu'on est un petit peu en retard à Paris sur l'infiltration des eaux pluviales, alors qu'on a un plan Paris-Pluie qui est connecté au plan biodiversité et qui travaille sur la désimperméabilisation de la ville et la gestion de l'eau à la parcelle. Et donc ce type de réalisation sur des grands boulevards à Paris participe de ce mouvement. Et ben voilà, moi j'en ai fini. Vous avez ici les petits renardeaux du Père-Lachaise qui sont revenus pendant le confinement et qui vivent là, bien entendu, grâce à la gestion écologique du cimetière, sans pesticides et sans phyto depuis plein d'années. Merci de votre attention. Merci à tous les deux. Donc il nous reste 5 minutes avant la prochaine conférence. S'il y a une question. Après, si vous voulez, on pourra échanger. Alors, pourquoi pas Village Biodiversité Hall 6, si ça vous va. Il y a un peu... Après, si vous voulez répondre aux questions après... Ouais, moi je serais notamment au stade Ortis, s'il y a des gestionnaires de parcs publics de ville. C'est l'association des gestionnaires de parcs et jardins qui nous permet d'échanger des pratiques et de ne pas être tout seul dans sa ville à être confronté à un certain nombre de difficultés. Donc il y a un stand Ortis, Hall, je ne sais plus combien, Hall 4, voilà. Mais aussi Hall 6, il faut y être, je serai aux deux endroits. Ok, donc une question et après rendez-vous Hall 4, Hall 6 si vous voulez qu'on puisse échanger. Bonjour, merci. Ce n'est pas une question importante, mais les renardeaux sont-ils devenus des renards et font-ils la visite du parc ou du site? Les renardeaux sont-ils devenus des renards et font-ils visiter le site? Alors les renardeaux sont devenus des renards et puis après ils sont partis, ils sont allés dans d'autres. Ils partent du jardin du cimetière du Père-Lachaise et puis après ils vont suivre la petite ceinture qui est maintenant ouverte au public, mais qui est surtout un réservoir de biodiversité qui est circulaire tout autour de Paris. Puis après ils vont dans les parcs, ils vont dans les buttes Chaumont et puis ils repartent. Et oui, chaque année, je vous invite à lire le bouquin de Gallois, qui est le conservateur du Père-Lachaise et qui fait des magnifiques photos de la biodiversité du Père-Lachaise, qui est extrêmement riche. Eh bien, merci à tous les deux en tout cas pour ces retours inspirants. Si jamais il y a le document justement de la stratégie biodiversité qui est disponible juste à la sortie, donc en édition imprimée. Et donc rendez-vous au... Et le plan biodiversité de la ville de Paris est disponible en ligne, ainsi que l'Atlas des chemins de la nature. Voilà. Et merci en tout cas à tout le monde pour votre attention et rendez-vous Hall 4 ou Hall 6 pour pouvoir échanger et bon salon à vous. Hein? Très bien. Seconde près, quoi. Je vais peut-être en remettre parce qu'ils sont tous partis. Ok, donc, ouais. Merci.